Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée cette fois à Saturne. Cette vidéo s'intègre dans l'ensemble de la présentation Jupiter-Saturne pour la grande conjonction qui a eu lieu donc le 21 décembre 2020. Il n'y a pas d'ordre précis pour regarder ces vidéos, encore une fois, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Elles ont été simplement séparées pour pouvoir faciliter leur accès. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je m'efforcerai d'y répondre ou de trouver une réponse auprès de mes collègues. Et puis s'il n'y a pas de réponse, c'est que soit je n'ai pas vu la question, soit je n'ai pas pu obtenir de réponse. Voilà. Bonne vidéo à tous, merci et à bientôt. On y va pour Saturne. Ça tourne rond. Oh, pardon. Voilà. Avec son petit symbole. Alors là, autant tout à l'heure on pouvait dire que ça s'approche d'un 4, et là je sais pas trop de quoi ça pourrait s'approcher. Un genre de H, un H barré, enfin bon, on n'en sait rien. Voilà, peu importe. L'origine des symboles est très mystérieuse. Oui, enfin pour nous en tout cas. Alors voilà, ce Saturne qui, quand on fait un peu de recherche, j'avais en tête, avant d'aller creuser un peu la question, j'avais en tête l'idée d'un gars bien sympathique, et en fait il s'avère que c'est un effroyable personnage qui, sur demande de sa mère, a été tué son père Ouranos, qui, pour s'assurer que personne ne viendrait faire pareil, et que sa descendance ne ferait jamais pareil, a exigé de sa femme, quand elle était enceinte, de lui livrer les nouveau-nés pour qu'il les dévore. Mais, entre guillemets, heureusement que son épouse a eu la bonne idée d'en cacher quelques-uns, dont Jupiter, qui finira par détrôner donc Chronos, enfin Saturne. Et donc la représentation qu'on a à gauche, là, montre une statuette faite par un Simon Hurtrel, que je ne connaissais pas, français, vivant au règne de Louis XV, si je ne dis pas de bêtises. Sur les dates, ça doit correspondre à ça, à peu près. Oui, ça doit être ça. Oui. Et c'est une statuette qui se trouve au Louvre et dont les dimensions, vous les avez sur la gauche également, qui fait à peu près 65 cm de hauteur. Donc, un effroyable personnage quand même. Alors, je me suis amusé à imaginer que le sculpteur avait volontairement reproduit le crâne de manière assez sphérique, et qu'il a clairsemé en couronne autour, un peu comme les anneaux de Jupiter, de Saturne. Voilà, quand on prend un petit crayon, là, on voit que ici on a le rond de la planète. Alors, j'ai fait mal, mais enfin. Et là, on retrouve, là, ici, comme ça, puis certainement par symétrie, quand on est en face, on doit retrouver à peu près. Bon, je crois pas trop au hasard. Donc, bon, enfin bref, hein, c'est peut-être moi qui en plein délire, mais enfin. Enfin voilà, donc. Savoir à quel âge. Oui, enfin quoi que, oui, non, on connaissait bien. Ouais. Alors, pour finir un peu la description du personnage et le tableau, il est souvent représenté, je me suis rendu compte qu'il est souvent représenté avec une faux. C'est très symbolique parce que dans la description qui en est donnée, c'est que en fait Saturne, c'est donc celui qui, Chronos en grec, c'est celui qui dévore la vie, et donc c'est la mort en fait qui, la grande faucheuse, qui serait représentée sous les traits de Saturne. Voilà, sur certaines représentations, sur beaucoup de tableaux, on le voit avec une faux justement. Ouais. Alors, et puis pour être un peu complet, en fait, dans l'histoire, c'est sa mère qui demande la mère de Saturne, qui demande à son fils d'aller tuer son père Ouranos. Expressément, il est dit pour le châtrer, et donc elle lui donna une faux à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il a hérité de cet instrument. Voilà. Voilà, j'ai été voir un peu parce que au fur et à mesure qu'on découvre des informations, on a envie de comprendre pourquoi, etc., etc. Bon, voilà, je vous fais un condensé de ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Bref, voici donc Saturne en proportion ramenée à l'échelle terrestre. Voilà, il nous faut 9
terre et demi en diamètre équatorial et 8,5 en diamètre polaire, ce qui fait que cette fois on a un aplatissement encore plus fort que pour Jupiter, où la différence c'est quasiment l'équivalent d'une planète Terre. Donc encore une fois dû à l'effet de force centrifuge. Oui, oui, donc on peut dire ça, ça dépend donc quel repère on place, mais donc c'est ça. Ouais. Bon. Si tu veux apporter un peu plus de... Ah ouais, c'est-à-dire quand on parle de force centrifuge, il faut considérer qu'on tourne avec la planète et que c'est une force qu'on voit à ce moment-là et qui va vers l'extérieur. C'est une force d'inertie, c'est pas une véritable force. D'accord. Okay. Ça, c'est le petit détail de l'enseignant que je n'aurais pas apporté, c'est vrai. Voilà. À nouveau, un diagramme qui nous montre la trajectoire de Saturne autour du Soleil et qui s'en approche à 9 fois la distance Terre-Soleil quand il est au périhélie et qu'il en éloigne à quasiment 10 fois, même un peu plus de 10 fois, la distance Terre-Soleil quand il est au périhélie. Également le diagramme de droite qui nous montre le temps-lumière, où on s'aperçoit que la distance au plus proche, en fait, quand la Terre est du côté, entre guillemets, de Saturne, eh bien, il faut quand même plus d'1 heure à la lumière pour parvenir de Saturne jusque dans les télescopes. Et donc, on voit Saturne avec autant de décalage dans le temps par rapport à sa position réelle, même si sa position réelle est pas trop différente de sa position apparente, vue de la Terre, vu qu'il y a peut-être quoi l'équivalent d'un rayon ou un demi-rayon de Saturne. C'est-à-dire que quand on reçoit la lumière Saturne se déplace, pendant que la lumière arrive. Pendant que la lumière arrive, mais le déplacement de Saturne ne doit même pas représenter un rayon, quoi. C'est-à-dire que... Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas son... C'est assez négligeable, quoi. Ouais, c'est négligeable, d'accord. Bah, c'est 1 heure par rapport à 29 ans. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça, oui, bien sûr, mais enfin... c'est très peu. Voilà. Alors ici, à nouveau, un diagramme qui représente l'inclinaison de Saturne par rapport à l'écliptique, donc au plan de l'orbite terrestre. On est aux alentours de 2,5 degrés, voilà, d'inclinaison sur l'écliptique. Et par contre, elle est quand même beaucoup plus penchée, Saturne. Elle est à presque 27 degrés d'inclinaison, d'obliquité. Un peu comme la Terre. Ouais, peut-être un peu plus, je crois que c'est 26. Un peu moins. Oui, enfin, Saturne. Non, un peu plus. C'est 23 degrés, 27 minutes, et là, c'est 23. Alors, 26, autant tout à l'heure pour Jupiter, bon, ça n'avait pas trop d'intérêt en astronomie. Et autant là, pour Saturne, ça devient tout de suite un peu plus intéressant, puisqu'on s'aperçoit que quand Saturne passe sous le plan de l'écliptique, eh bien, on peut voir la planète par-dessus, on va dire, entre guillemets, le dessus des anneaux. Quand elle se situe, Saturne, au niveau de notre plan orbital, eh bien, on arrive à voir les anneaux par la tranche, on va dire, entre guillemets. Et puis cette fois, quand le parcours de Saturne l'emmène au-dessus de l'écliptique, eh bien, on voit la planète par-dessous. Et vous pourrez aller voir ici les dates de photos qui correspondent voilà, à peu près à la période de révolution de Saturne. Alors, il faut remarquer que dans un télescope, quand on est dans le plan des anneaux, on ne les voit plus du tout. Non. Là, ils sont... Là, on les voit encore un peu, pas tout à fait. Enfin, si j'avais pris une photo, on n'aurait plus rien. On verrait, on aurait vu un rond et on aurait crié à la supercherie. Bon, peut-être qu'il y aurait eu l'ombre quand même. Mais... Oui, moi j'ai été surpris quand j'ai appris l'épaisseur des anneaux de Saturne. Ouais. On va en parler juste après. On pensait vraiment que c'était colossal. Quelques kilomètres. Et puis à un moment donné, c'est descendu à quelques centaines de mètres, puis maintenant on sait que c'est 10 mètres. Alors c'est 10 mètres en moyenne, hein, parce que y a des... Bah, tu parlais des montagnes provoquées par les satellites. Oui. Ça vient juste après. On va en parler après. Alors la rotation, là on s'aperçoit que Saturne est également une planète qui tourne assez vite sur elle-même, à près de 35 000 km/h, et que au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur, oui, très bien. Et que cette fois l'accélération est à peu près comparable à celle de la Terre, c'est-à-dire qu'un astronaute qui se rendrait dans le voisinage de Saturne retrouverait des sensations terrestres, on va dire. On peut à peu près le même poids. Voilà, on retrouverait le même poids et le même
mouvement, liberté de mouvement. Sauf que marcher sur du gaz. Ouais, c'est ça, c'est ça que c'est moins simple. Tendance à s'enfoncer. Voilà. Sa composition, eh ben, on va retrouver, c'est quasiment une sœur jumelle finalement de Jupiter. On va retrouver une atmosphère en 3 parties, alors un peu plus épaisse par contre. Jupiter c'était aux alentours de 100 km d'épaisseur, là on est quasiment aux alentours de 300 km. D'ailleurs, ce qui me permet de voir que mon copier-coller, ben, je ne l'ai pas corrigé. Hein, c'est pas 100 ici qu'il faut lire, mais c'est 300 là. Et la température, ici vous avez ce trait bleu représente la courbe des températures, et on voit que la température, eh bien à certains moments elle descend, alors on est en degrés Kelvin, alors si on les ramène à des degrés Celsius... Pareil, c'est la même taille du degré. Oui, la valeur absolue est différente. La valeur du degré est la même. Oui, d'accord, bien sûr, non mais c'est parce que 100 Kelvin, ça parle pas à tout le monde, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais disons que 100 Kelvin, on est aux alentours de moins 150, moins 170 degrés, quoi, à peu près, aux alentours. Même moins 200, quasiment. Et puis, on s'aperçoit que plus on va s'enfoncer... Non, mais là, c'est des degrés. C'est tu passes en dessous de zéro. Non, là, c'est l'altitude, là. Ah, c'est l'altitude, ouais. Non, pardon. Ouais, altitude. La température, elle est là, en Kelvin, voilà. Oui. Et ici, c'est les pressions. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que, par contre, l'atmosphère, elle va monter fortement en pression. On va, les couches inférieures atteignent les 20 bars, et où la température va monter à quasiment 0 degré Celsius, enfin à 300 Kelvin, là, ici, par là. Voilà. Alors, j'avance, voilà. Et puis, comme ce sont 2 sœurs jumelles, on va pas trop s'éterniser non plus dans ces couches internes. On va retrouver quasiment la même structure avec de l'hydrogène moléculaire, de l'hydrogène métallique, un noyau rocheux comparable à celui de la Terre, sauf qu'il serait a priori 2 fois plus gros en diamètre, a priori. Oui, enfin ça c'est des modélisations. Oui, hein, oui. Voilà. Très simplifié, je suis d'accord. Hein. Il faudrait demander à des planétologues qui sont en même temps des physiciens pour savoir... En fait, ce qu'on regarde, c'est la composition des météorites. La composition des météorites, finalement, c'est comme ça qu'on sait que le noyau de la Terre est formé d'un alliage de fer et de nickel, avec un petit peu de sulfure de fer. Hein. Mais voilà, alors après, il faudrait voir de quoi pourraient être faits les noyaux des planètes gazeuses. Mais ça, on n'a que des modèles. On n'a aucune idée... C'est pareil. Pour la Terre, on est quasiment sûr, mais pour les planètes gazeuses... Il faut, je pense aussi, préciser que sur les schémas, on marque des frontières très marquées, et que, évidemment, il n'y a pas de douane, quoi, à l'intérieur de c'est progressif, quoi. Voilà, bon. Ah, il y a des frontières qui sont nettes, quand même, hein. À certains endroits, quand même. Ah, pour la Terre, oui, d'accord. Ok. Ça varie brutalement, mais au sens de la taille de la Terre. De la taille de la Terre, oui, c'est pas sur quelques centimètres, peut-être sur des centaines ou des kilomètres, mais voilà, c'est à peu près dans ces temps. Alors ici, on a des rapports de taille des anneaux ramenés à la distance Terre-Lune. Alors j'ai essayé de respecter à la fois la taille des planètes, des distances, etc., pour qu'on ait la bonne proportion. On rappelle que la distance entre la Terre et la Lune, c'est 384 000 km en moyenne, et que les anneaux visibles, hein, on parle des anneaux visibles là, de Saturne, ont un diamètre de l'ordre de 360 000 km. On est d'accord. Alors justement, puisque tu parlais des anneaux, on précise que les anneaux, c'est pas un seul objet. Ce sont des centaines de petits anneaux finalement enchaînés les uns derrière les autres. Enfin, je dis enchaînés pas tout à fait parce qu'ils tournent pas tous à la même vitesse. Oui, mais alors du coup, sauf que c'est pas qu'un seul sillon. Ça a vraiment l'aspect d'un disque vinyle. Oui, sur l'aspect. Mais oui, parce que sinon on va mettre dans la tête des gens que tout le monde tourne à la même vitesse et c'est pas le cas. Quoi. Non, c'est pas le cas.
Alors cette petite représentation que j'ai trouvée sympathique sur la chaîne BBC montre assez fidèlement l'aspect des anneaux, et comme le disait Patrick il y a quelques minutes, il a été très surprenant de découvrir que finalement l'épaisseur moyenne de ces anneaux n'est que quelques dizaines de mètres, on pourrait même pas, une dizaine de mètres, ouais. Donc on pourrait finalement les traverser en 2-3 secondes, ces anneaux, si on pouvait se rendre sur place, ça serait ça se traverse en 1 ou 2 secondes, quoi. C'est vraiment enfin voilà, ouais, c'est vraiment très très fin. Et c'est essentiellement, alors tu me disais Patrick dimanche justement que c'est essentiellement de la glace. Alors, vas-y. Il y a quand même une variation de composition, parce que il y a des. Si on prend les anneaux, bon, ils ont été subdivisés en anneaux A, B, C, D, E en fonction de leur date de découverte, puisque. Enfin bref, peu importe. Si on prend par exemple l'anneau qui est là, je crois que ici. Alors, j'ai un slide qui montre tous les anneaux après. Oui. T'inquiète pas. Hein. Mais en fausse couleur, on voit très bien ça. Et il y a des roches, plus de roches ici, et ça devient de plus en plus riche en glace, quand on s'en éloigne. Et puis après, ça reprend. Après, c'est des roches, un tout petit peu de roches, et puis de la glace. Donc c'est quasiment, on pourrait les qualifier, c'est d'anneaux différenciés, en quelque sorte. Bah, ils sont différenciés, effectivement, oui. À l'intérieur de chaque anneau, il y a une différenciation. Voilà, donc oui, effectivement, les anneaux, comme on le disait tout à l'heure quand on montrait la slide où on voyait Jupiter Saturne par la tranche du moins, au niveau de son équateur, et on disait à ce moment-là que les anneaux disparaissaient à la vue. C'est pas une fantaisie, hein, c'est vraiment le cas, c'est plus fin qu'une feuille de papier. C'est vraiment, on est dans l'ordre du millionième par rapport à la taille de la planète. Taille d'un virus autour. Ouais, c'est ça, ou du milliardième. Oui, je disais le millionième. Ouais, ça fait 10 mètres sur 120 000 km. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un rapport de 10 mètres sur 120 000 km. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc c'est juste énorme. Alors, on précise quand même que du coup, si on voit très bien ces anneaux depuis la Terre, c'est parce que comme c'est de la glace, ça a un effet miroir avec la lumière du Soleil. Oui, alors justement, il y a des choses à dire, c'est que effectivement, quand on est dans le plan des anneaux, on ne les voit pas. Mais il y en a un autre moment où on ne les voit pas, c'est quand le plan des anneaux passe par le Soleil, parce qu'à ce moment-là, ils sont éclairés par la tranche, et puis tu ne les vois pas dans le... Oui. C'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ok, alors justement, voilà, c'est ce que tu nous expliquais, c'est que les couleurs expliquent des concentrations de roches ou de glace. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Et puis ce dessin, ce schéma représente également les divisions, les séparations des anneaux. Donc on les a au début classés anneau A, anneau B, anneau C, et puis il y a eu d'autres divisions qui sont venues se rajouter, qui se trouvent complètement là sur la droite. Ici le E est par ici effectivement, et puis je crois qu'il y a un D qui se promène vers l'intérieur. Ici on observe ce qu'on a quasiment dès le départ appelé la division de Cassini, hein, qui est donc un manque, on va dire, de glace et de roche, un genre de trou dans les anneaux. Hein. Alors c'est plus le seul, mais c'était le seul qu'on voyait depuis la Terre au XVIIe siècle. C'est pas le seul, on voit ici ce qu'on appelle la lacune de Encke, c'est ça? La division. Okay. Et en fait, c'est lié à des résonances orbitales. Voilà. C'est des endroits interdits en quelque sorte Alors, c'est-à-dire que si un petit corps s'aventure à cet endroit-là, il sera automatiquement éjecté sous l'effet Il va aller soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et puis en fait, il y a 2 satellites, il y en a un qui tourne à la frange de celui-là, de cet anneau-là, et puis l'autre à la frange de l'autre anneau. Ici, Et en fait, aussi l'interaction des 2 satellites fait que ça balaye. D'accord. Et puis, en fait, il y a des Français qui ont découvert que les anneaux pondaient en quelque sorte des satellites. Alors, il faut que tu nous expliques ça. Là. En fait, c'est des satellites qui sont très proches des anneaux
et qui sont tout à fait aplatis. Alors ils ont un cœur qui est... En fait, ils ressemblent à une soucoupe volante. C'est le cas par exemple d'Atlas. Mais ils pondent parce qu'ils se désagrègent? Non, au contraire, ils ont dans leur plan équatorial, ils vont récupérer des tas de particules et ça va former une espèce de disque qui va s'accroître. Et au milieu, c'est un peu comme une boule. Et puis après, sur le plan... D'où l'aspect de certains satellites comme Daphnis ou... Voilà, Atlas. Ouais, alors j'ai pas mis les photos de ces satellites, mais il faudra aller les voir. Des satellites comme Daphnis ou Pan, effectivement, on a l'impression que ça ressemble à des madeleines. On a l'impression voilà, des madeleines. C'est ça, des madeleines. Mais des fois, c'est même un peu plus allongé que des madeleines. Voilà, ici à nouveau une représentation de la distribution entre guillemets des distances minimales et maximales des satellites. Officiellement, il existe recensé 82 satellites confirmés. Parmi ces 82 satellites confirmés, 53 ont été nommés et 29 sont en attente d'être baptisés, on va dire, puisqu'ils ont une désignation provisoire. Et puis, en plus de ces 82 satellites, alors 2020, j'ai mis 2020 parce que c'est le recensement 2020, donc en plus de ces 82 satellites, on dénombrerait quelques dizaines à quelques centaines de petits satellites entre 40 et 500 mètres, mais comme tu me le disais, Patrick, finalement, on pourrait considérer que tous les débris qui tournent autour, donc dans la ceinture, dans les anneaux de Jupiter, de Saturne, décidément, pourraient être considérés finalement comme des micro-satellites, quoi. Mais bon, on peut en profiter pour dire que quand on est proche de la planète, les satellites et tous les débris tournent très vite, et puis que plus on s'éloigne, moins ils tournent vite, et ça, c'est dû au vote Kepler. Voilà. Autrement dit, ça ne tourne pas du tout comme un disque de tournevis. Voilà, d'accord, oui, donc oui, parce que effectivement, sur les modèles 3D qu'on trouve pour animer les présentations, les anneaux tournent tous à la même vitesse, tout est le moment angulaire et tout le monde était le même pour tout le monde, mais ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, ici, il faudrait que ça tourne très 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 vite, et puis là très lentement, pour que ce soit très correct avec la réalité. Voilà. Et puis un peu comme Jupiter, on avait pour Jupiter 118 000 km au plus proche et 29 300 et quelques millions, voilà, et on retrouve à peu près les mêmes ordres de grandeur pour Saturne. Alors ici on a donc Titan. Alors c'est pareil, on pourrait passer des heures à parler de Titan, de toutes ses caractéristiques. Disons que pour simplifier, c'est le satellite qui a l'atmosphère la plus... C'est le seul à avoir une atmosphère au vrai sens du terme. D'accord, voilà. Moi, ça sera très bien comme explication. Disons que pour simplifier la chose, c'est le seul pour lequel on considère une atmosphère. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et dont la pression est supérieure à celle de la Terre. Ah, la pression, oui, c'est ça, oui, j'avais noté ça, 1,5, moi, j'avais noté, c'est ça, ouais. J'ai noté que l'état de nos connaissances ne pouvait pas donner avec très grande précision l'épaisseur de l'atmosphère de Titan, qu'elle variait entre 200 et 800 km. L'estimation, évidemment. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Avec la sonde Huygens, je ne me suis pas spécialement intéressé à l'atmosphère, enfin à son épaisseur, mais il faudrait regarder. Oui. Parce qu'il me semble avoir lu que dans les années 40, un astronome avait estimé Titan comme étant le plus gros satellite du système solaire, parce que justement l'atmosphère cachait la surface. D'accord. En fait, c'est gagné. D'accord. La température moyenne au sol est aux alentours de moins 180 degrés Celsius, et que ce satellite serait a priori à l'intérieur composé à part quasiment égale de 50% d'eau sous forme de glace et 50% de fer et de silicate au niveau du noyau. Alors évidemment, c'est un objet différencié, c'est-à-dire qu'on va... Des silicates au niveau du noyau? Non, mais il doit y avoir un manteau quand même, si je me souviens bien. Glace... Noyau rocheux. Alors peut-être que le manteau est compris dans ce qu'ils ont appelé le noyau rocheux. Ah oui, il regroupe... oui, d'accord, oui. Ouais. Oui, bon, il y a un noyau qui doit être fait de fer, probablement, oui. Et puis autour, il doit y avoir des silicates. D'accord. C'est peut-être ça, oui. Alors ici, on a une photo qui a été prise par la sonde Huygens, par Cassini, pardon, de l'atmosphère de Titan.
Alors dans les couleurs, on rentre pas trop dans l'explication, mais en fait il y a une réaction chimique du diazote avec les rayons solaires qui crée des précipités d'hydrocarbures, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça, c'est l'idée. Oui, ça c'est Non, plus mais il faudrait qu'il y ait quand même du méthane quelque part. Hein, Oui, mais il y a du méthane. Ah bah oui, Oui, c'est le méthane, mais le gaz qui enveloppe, c'est du diazote. c'est de l'azote. Oui, il y a de l'azote en pagaille. C'est-à-dire qu'on a cru longtemps que c'était une atmosphère de méthane, parce que le méthane, ça donne une signature spectroscopique très forte. Et puis en fait, on s'est aperçu que non, il y en a qu'une faible proportion, et que c'est une atmosphère d'azote. Et donc, on croyait pouvoir voir une atmosphère avec un effet de serre terrible à cause du méthane. Et donc, on pouvait espérer qu'au niveau de la surface de Titan, il fasse assez chaud et puis qu'on puisse voir, je sais pas, des développements même jusqu'à la vie. Et en fait, non, comme c'est de l'azote, il fait froid, moins 180 degrés. C'est vrai que c'est raté. Le méthane, ce qui est intéressant, c'est qu'il pleut du méthane qui coule, qui dérode. Alors justement, on va voir ça tout à l'heure avec la sonde là. Sinon, ici, on a un satellite qui s'appelle MIMAS, qui est un des plus proches de Saturne. l'étoile de la mort. Et voilà, et justement, je l'ai mise ici. C'est vrai que ça fait penser à très fortement. Ah bah alors après c'est historiquement. Non mais alors c'est une question. Oui, non mais alors la question que je me suis posée, c'est cette photo que l'on voit ici, enfin cette animation, cette succession d'images qui anime le satellite là. Est-ce que cette photo est apparue avant ou après la création du film? Bon, ça doit être avant, hein, parce que c'est avant. C'est avant, je pense que cette photo cette photo. Ça c'est Voyager, ça? Enfin, peut-être pas. Oui, si. Mais de toute façon, Voyager avait photographié ça. Parce que ça doit correspondre à peu près à la même époque, finalement. Alors. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, parce que ça date de quand? Je crois qu'on est justement dans les 79 ou 80, il me semble bien. Ah bah alors c'est pas un moment. Ouais, parce qu'avant, on ne le savait pas. Parce qu'il y avait un cratère. Alors en fait, c'est un cratère d'impact terrible, et ça a failli casser complètement MIMAS, parce qu'on voit, quand on regarde de l'autre côté, qu'en face, il y a une faille qui fait pratiquement toute la... Ah oui, d'accord. Et ça c'est quand il y a des gros impacts comme ça, il faut toujours aller voir à l'antipode, parce qu'il y a toujours des fracturations. Un effet d'onde de choc. Et puis de compression, des endroits qui se chevauchent. C'est vrai sur Mercure. Et on observe, petite parenthèse, on observe ce genre de choses sur la Terre? Ah non. Enfin, de son passé. Le problème de la Terre, c'est que tout bouge. Tout bouge, ouais, d'accord. Non, mais c'était un peu ma question. Des impacts de ce type-là, il y en a eu, mais. Donc en fait, enfin, je veux dire, tu réponds à ma question, c'est qu'il n'existe plus de traces de cette activité qu'il y a pu avoir au passé de la Terre. C'est rentré dans le manteau. Ça a été sublimé. Alors ici, on a Encelade, un autre satellite intéressant de Saturne, qui fait 500 km de diamètre à peu près, et pour lequel on suppose un océan. Alors tout ça est à prendre avec des pincettes, on va dire, les histoires de fumeurs en dessous, mais enfin... Pas l'océan, hein. Non, mais le fumeur et tout ça, parce que en fait c'est de cette façon-là qu'on explique les geysers qu'on observe à la surface dans les cassures, les fractures de la glace d'Encelade. On voit ici d'ailleurs une photo en contre-jour où on voit les geysers, voilà, une photo prise par Cassini. Bon, pas grand chose. Si, peut-être ici pour dire que au niveau des fractures, alors il faudra peut-être faire un peu un grossissement à cet endroit-là. C'est une échelle des températures qui montre qu'on est en moyenne aux alentours de 80-80 degrés Kelvin, et au niveau des fractures, la température monte environ de 10 degrés en moyenne. Donc c'est des raisons. Ben je vois 80 et 91, 92 là. Ouais. Voilà. Et puis pour aller rapidement sur les quelques derniers, Tétis, Dionée. Alors pareil, on peut dire que ce sont des satellites qui sont formés avec beaucoup de glace en surface et possiblement des océans en dessous de la couche de glace.
ou pas? Ah, ils sont petits, ceux-là. Non, pas trop, non. Il n'y a pas d'eau, là. Pas d'eau, d'accord. Ok. Mais de la glace quand même? De la glace. Oui, d'accord. Non, parce que Plus quand tu dis on pas d'eau, tu veux dire de l'eau liquide, mais de la glace d'eau, oui. voilà. Ah, d'accord, ok. Enfin, il y a plus d'eau dans le glace. Et puis le Super Hyperion, qui ressemble à une magnifique éponge. Est-ce qu'on a une idée de cette forme? Est-ce que c'est quoi? C'est un impact qui aurait... Ça, c'est un impact, qui a été réimpacté après. Et donc un ancien, puisque visiblement il a été ensuite réimpacté. C'est marrant, enfin. Cette forme d'éponge. C'est très spécial. Hein. Ouais, c'est assez particulier. C'est vrai que moi, c'est le seul. Ouais, c'est ça, c'est le seul que je connais comme ça. Donc il y a une forme de ballon de rugby, là, quand on voit ces dimensions, on voit qu'il a une forme de ballon de rugby. Japet, alors justement, Japet, là, il y a des petites choses à dire quand même qui sont intéressantes, je pense. Déjà, la partie sombre, là, donc tu me l'as expliqué, mais tu peux me. Alors d'abord, il est en rotation synchrone, donc il présente toujours la même face à Saturne. Et il se déplace de la gauche vers la droite. Comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Et puis, la face avant, donc, est polluée par des poussières qui apparaissent sombres. Voilà. Et donc, de ce que tu me disais et de ce que j'ai compris, cette trace sombre, c'est en fait le balayage de Japet sur sa trajectoire autour de Saturne, des poussières qu'il récupère à son passage. Je crois que c'est Encelade. C'est Encelade qui doit envoyer. Encelade, d'accord. Les geysers d'Encelade qui envoient tout ça. Ouais. En fait, pour étudier les geysers d'Encelade, il faut aller sur Japet. Et alors, il y a ça. Voilà, alors justement, j'allais y venir, là je l'ai entouré parce que ça se voit pas très bien, parce que comme c'est assez sombre ici et que là c'est noir, on voit pas très bien cette arête dorsale qui ressort beaucoup mieux sur la photo du haut, là, qui est donc une sorte de crête montagneuse qui s'étend sur, alors moi j'ai lu 1300 km à peu près, ça va, ça correspond à... De longueur? Oui, de longueur. Oui, ça correspond à tes connaissances. La hauteur moyenne est aux alentours des 13 km d'altitude, donc c'est une chaîne de montagne, on peut le dire. Oui, une belle chaîne de montagne. Juste, on peut peut-être faire un arrêt pour expliquer pourquoi on trouve des montagnes aussi hautes sur des objets comme ça. C'est lié à la gravitation essentiellement. L'accélération de la pesanteur est nettement moins forte que sur Terre, donc on peut avoir des reliefs. On peut monter plus haut. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on ne trouve pas de montagne plus haute que l'Everest sur la Terre, parce qu'elle s'effondrerait finalement. De toute façon, une montagne, elle s'effondre au fur et à mesure qu'elle se forme. Donc on peut pas, plus haut que l'Everest, ça ne peut pas exister en gros, c'est ça. Il y a de la sur Terre, je parle. Il y a de la neige qui est tombée dessus, il paraît qu'au lieu de 8800. Non, mais d'accord, mais. Oui, d'accord, bon, ok. 1400 mm, c'est pas beaucoup. Ok. Avec des sommets jusqu'à 20 km, j'ai lu. Certainement. Oui, certainement, voilà. Alors, par contre, j'ai cru comprendre aussi que l'origine de cette crête est assez mal connue. J'ai relevé quelques points. Certains supposent que c'est une sorte de dike de glace, c'est-à-dire une fracture dans la glace par laquelle d'autres éjections de glace se seraient solidifiées. On peut dire ça comme ça. Non, mais bon, c'est les hypothèses que j'ai relevées. L'accrétion d'un anneau, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait eu un anneau autour de Japet et puis qui aurait fini par se concentrer à cet endroit-là. Bon, c'est une autre hypothèse. Non, je crois pas. Vitesse à l'origine de la formation, c'est-à-dire que là encore une fois, le Japet devait être un peu plus ovale visiblement au départ. Non, si tu veux. Moi, ça me fait penser, mais c'est juste une hypothèse, ça me fait penser aux satellites comme Atlas ou Pan. Ou Pan, justement, Qui ramassent moins de problèmes. Le problème, c'est qu'il faut en rajouter après. Il faut rajouter plus. Donc, je vois pas, donc c'est pas... Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de... Et puis d'autres... J'ai rien vu d'ailleurs sur... Enfin, il y a des hypothèses, bien sûr, mais... Oui. Moi, j'ai rien vu. C'est-à-dire que c'est comme toujours en science, les hypothèses, il y en a beaucoup, des solutions, il y en a moins. C'est ça. Des certitudes. Des certitudes. Il ne faut pas hésiter à rester dans l'ignorance. Hein. Non, bien sûr, oui, évidemment. Il faut des faits. Et une des dernières idées, ça serait résidus de corps orbitant autour. Voilà. Ça, c'est non, parce que des corps qui orbitent autour, s'ils tombent, ils tombent un peu... Enfin, il y en a qui vont se regrouper, d'autres... Oui, mais alors du coup... Ça ne va pas faire une chaîne continue. Ouais. Un anneau, moi je anneau, dit ce que j'ai pu relever comme idée. Mais pourquoi est-ce que l'anneau serait tombé? C'est ça le problème.
Bon, on sait pas. On sait pas. Voilà. Donc on sait toujours pas plus alors qu'il est. D'accord. Allez. Allez, on finit avec les sondes en survol. Alors pour Saturne, c'est très simple. Ce sont les deux mêmes que pour Jupiter. On va retrouver Pioneer 10 et 11 et Voyager 1 et 2. Voilà. Et puis, à l'heure actuelle, il n'y a eu qu'une seule grosse mission vers Saturne, qui était la mission en orbite, oui, pardon. Qui était la mission Cassini-Huygens. J'ai représenté cette mission par des drapeaux, puisque Cassini était un programme américain auquel est venu se greffer un programme européen, Huygens. Et pour être correct, en fait, une grande partie, l'antenne principale était fabriquée par les Italiens. Mais bon, comme ils sont européens, j'ai laissé le drapeau européen. Et comme il serait là pour le coup vraiment très long d'expliquer toute la mission, tout ce qu'a pu, toute la moisson d'informations qu'a pu collecter Cassini, j'ai simplement ici représenté, mis une photo qui représente tous les objets qui ont été survolés par la sonde Cassini. Donc vous voyez qu'il y aurait énormément à dire. Très grande mission qui a duré entre le 1er juillet 2004, date de la mise en orbite autour de Saturne, et fin de la mission le 15 septembre 2017, donc 13 ans de mission. C'est énorme, hein, ouais, c'est énorme. Et ici, on a une représentation, une image de synthèse du dernier jour de Cassini, qui a été volontairement jeté dans l'atmosphère de Saturne pour être détruite et ne laisser aucune trace, en fait, parasite qui viendrait... surtout pas des microbes. Surtout pas des microbes et des choses comme ça. Voilà, bon, ça c'est Cassini en quelques chiffres ici, mais moi ce qui m'intéresse c'est de montrer cette animation ici où on voit justement, là c'est le passage de Daphnis, avec les ondes. Voilà, et on voit les ombres ici. Alors les vaguelettes que l'on voit sur l'image qui ressemblent à des vaguelettes, ce sont des vagues de perturbations gravitationnelles, on peut appeler ça comme ça, qui ont des amplitudes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres de haut. Hein. Alors évidemment, centaines, je crois. Mais plusieurs dizaines en tout cas, c'est sûr. Ouais. Alors que l'épaisseur des anneaux, c'est 10 mètres. Ouais, alors que c'est 10 mètres, donc il faut imaginer le truc. Hein, on verrait, ça ferait des vagues dans le ciel tout à fait impressionnantes. Et puis alors, évidemment, entre guillemets, tout ça rentre dans l'ordre parce qu'après, eh bien, les petits objets se restabilisent entre eux, et puis les vagues s'amortissent, et puis on rentre dans la stabilité. Ce qui est assez intéressant et qui vient... renforcer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la vitesse des anneaux, c'est que les anneaux intérieurs allant plus vite que le satellite, eh bien l'effet d'onde se produit devant le satellite, alors que pour les anneaux qui se trouvent plus loin que le satellite, comme ils tournent moins vite, eh bien cette fois l'effet d'onde se trouve derrière le satellite, ce qui explique l'image où on voit d'un côté les ondes devant et de l'autre côté les ondes derrière. Donc voilà, c'est une très belle... Moi, c'est une des images que je garde de la mission Cassini. C'est vraiment très impressionnant. Il y en a une plus détaillée que ça. Hein. Ah bon? J'ai pas trouvé alors. Non. Ah bon? Ah non, j'ai pas trouvé. Donc il faudra chercher. Si je la retrouve, je Et puis la mission Huygens, pardon, qui a été une mission qui a lancé un atterrisseur sur Titan. Et on voit tout le travail de la sonde qui a montré la météo, on va dire, de Titan, avec l'apparition de ces nuages de méthane. Et puis sur la photo de droite, elle est assez intéressante en information parce qu'on voit donc ce lac qui a plutôt la taille d'une mer, puisqu'on est plutôt dans des proportions de centaines de kilomètres ici, là. On voit ces fleuves qui viennent alimenter cette mer. Et donc si on a des fleuves, ça veut dire qu'il pleut du méthane à la surface de Titan. Et puis à cet endroit, on voit également que ce sont des lacs et des mers qui sont très peu profonds, parce qu'on voit le fond par transparence du méthane à cet endroit-là, puis on en voit un petit peu ici, là également. Enfin, c'est par transparence des ondes radar, donc c'est peut-être un peu plus profond que qu'on pourrait croire. Oui, enfin, mais... Ah oui, l'image, c'est du radar. Oui, non, mais d'accord, parce que sinon il y a des nuages par-dessus, évidemment. On est d'accord, C'est-à-dire que les ondes sont assez pénétrantes, quoi. Ouais. Non, mais enfin, on voit quand même, il y a une différence non, mais c'est pas très assez marquée. Non, c'est pas très profond. On a une idée de la profondeur, c'est quoi? C'est quelques mètres, quelques dizaines de mètres? Je sais pas. Non, on n'a pas... On n'a pas idée. Dans les endroits où on voit le fond, on a... on peut pouvoir. Mais quand on voit pas, d'accord. Les endroits où je comprends. C'est plus profond. On peut pas. C'est plus profond. Alors, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de vagues.
Mais récemment, il y a des gens qui ont fait des calculs savants et ils ont pu constater qu'il y avait quand même des vagues à la surface. Ce qui serait assez cohérent, parce que s'il y a une atmosphère, il y a des vents, il y a... Oui, mais on s'attendait à avoir des vagues plus hautes. Plus importantes, d'accord. Ah oui, parce que, disons, au niveau local, c'est quelques millimètres seulement. Donc, et on peut penser que c'est pas gelé, mais c'est liquide, mais un peu comme le slush, tu sais, quand la glace quand la mer commence à geler en dessous de zéro, c'est un truc un peu visqueux qui d'accord. Qui n'est pas encore de la glace. C'est peut-être ça. Et puis certainement la plus belle photo de Cassini, qui a montré l'existence d'anneaux extérieurs à ceux que l'on connaissait depuis la Terre. Il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, mais qu'à cet endroit-là, on est aux alentours d'Encelade, c'est ça? En tout cas, c'est le E. On serait quelque part par là, ou par là plutôt? Non, c'est plus loin, c'est par ici. Oui. Non, c'est par là, voilà. Et donc cet anneau serait en fait les éjections des geysers d'Encelade? Ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être une explication. Bon, ça, c'est une vue à contre-jour. Oui, et c'est une vraie photo, et c'est une vue à contre-jour de Saturne, c'est-à-dire que le Soleil se trouve derrière, de l'autre côté, là, et donc on est à contre-jour de Jupiter, de Saturne. Elle est magnifique, elle est super. Et la mission Huygens, donc, qui a atterri sur Titan, bon voilà, là encore ça serait trop long à expliquer, il y aurait tellement de choses à dire. La descente ici, alors ce film-là, si vous allez sur Google et que vous tapez mission Huygens, sur le wiki de la page dédiée à Huygens, il y a la vidéo en entier. Donc on peut voir avec le son. Avec le son. Alors le son, je suis incapable de dire. On entend des bip bip dans tous les sens. C'est le radar. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ce sont des galets. Ce sont des galets de glace. De glace. Et usés. Ils ont été usés par le flot de méthane. D'accord. Et la partie claire que l'on voit, c'est la lampe de la sonde qui éclaire le sol. Voilà. D'accord. La partie claire ici, là, attends, tu vas et on voit passer l'ombre du parachute. Ah oui. Oui, ça, d'accord. Alors oui, normalement, la vidéo est très courte, mais normalement, on voit passer l'ombre de gauche à droite, on voit l'ombre du parachute que l'on voit ici, là, qui passe par-dessus, et on voit l'ombre se déplacer. Voilà, et puis pour finir, quelques photos de Cassini. Bon, on va pas rentrer dans les explications, les détails, mais voilà, très belle photo. Et puis le moment où Cassini est passé dans les geysers d'Encelade également. Oui. Et voilà. Bravo, merci. J'espère que toutes ces informations vous ont plu, et on espère pouvoir continuer à maintenir la chaîne en activité régulièrement, soit avec des présentations, soit des conférences, soit des directs télescopes pour une autre conjonction ou pour un autre phénomène astronomique. Voilà, merci. Au revoir. Hasta luego.